Cher a 79 ans et elle mène actuellement ce qui pourrait être la bataille la plus douloureuse de toute sa vie. Il ne s'agit pas de musique ni d'arènes à guichets fermés, ni de récompenses de renommée, ou de l'héritage qu'elle a bâti au fil des décennies sur scène et à l'écran. Il s'agit de quelque chose de bien plus personnel, de bien plus terrifiant. Il s'agit d'essayer d'empêcher son fils de 49 ans, Elijah Blue Allman, de se détruire avant qu'il ne soit trop tard. Les documents judiciaires qu'elle a déposés la semaine dernière ne ressemblent pas à des potins de célébrités. Ils se lisent comme une histoire d'horreur, écrite par une mère qui n'a plus de tant d'options et de moyens de protéger l'enfant qu'elle aime. Chaque page est lourde de peur. Chaque phrase ressemble à quelqu'un qui regarde une personne disparaître au ralenti et essaie désespérément de l'arrêter. Ce que vous êtes sur le point d'entendre n'est pas seulement déchirant, cela vous oblige à remettre en question tout ce que les gens supposent sur la richesse, la célébrité et l'illusion selon laquelle l'argent peut protéger une famille de l'effondrement. Le mercredi 15 avril 2026, Cher s'est présenté à la Cour supérieure du comté de Los Angeles avec son équipe juridique et a déposé l'un des documents les plus dévastateurs qu'une mère puisse être obligée de signer. La requête demandait à un juge de placer Elijah sous tutelle temporaire de sa succession, car selon Cher, il est désormais gravement handicapé et n'est plus capable de se protéger financièrement. Son avocat, le spécialiste des successions, Justin Gold, a préparé le dossier aux côtés de Gabriel Vidal de Loeb, et Loeb, le même cabinet qui avait accompagné Cher lors de sa première tentative de mise sous tutelle des années plus tôt. La prochaine audience était prévue pour le 24 avril, dans quelques jours seulement, et l'urgence du dossier montrait clairement qu'il ne s'agissait pas d'une décision juridique stratégique. C'était une urgence. Ce qui différencie cette pétition de la précédente, c'est que Cher ne demande pas à prendre le contrôle elle-même. Elle a regardé ce qui s'est passé pendant la bataille pour la tutelle entourant Britney Spears. Elle a vu l'indignation du public, les accusations, les années d'amertume. Cette fois, elle recula. Au lieu de se nommer elle-même, elle a nommé un fiduciaire privé agréé nommé Jason Rubin pour gérer les affaires financières d'Elijah. La demande s'applique uniquement à sa succession et non au contrôle de sa personne, car Elijah se trouve déjà dans un endroit où sa mère ne peut pas l'atteindre facilement, dans un hôpital psychiatrique verrouillé du New Hampshire en attente de son procès pour crime. Les premières lignes du dossier de Cher sont dévastatrices. Elle écrit que la vie d'Elijah s'est considérablement détériorée depuis la pétition précédente, que son état est devenu désastreux sur plusieurs fronts, que sa santé mentale s'est gravement détériorée, que ses finances sont en ruine et que sa dépendance à une substance a atteint son pire niveau à ce jour. Elle décrit un homme qui n'a aucune compréhension de l'argent, quelqu'un incapable de gérer ses propres ressources, quelqu'un vulnérable à la fraude, à la manipulation, et des gens qui reconnaissent immédiatement leurs faiblesses lorsqu'ils les voient, puis elle décrit le cycle qui le détruit depuis des années. Chaque fois qu'Elijah reçoit de l'argent de sa distribution de confiance, il s'enregistre dans un hôtel, le plus souvent, le célèbre Château Marmont. Il s'y isole, achète de la drogue, en consomme jusqu'à épuisement de l'argent, et finalement le cycle se termine de la même manière, une chambre d'hôpital, une overdose ou une découverte effondrée sur le sol. Les dégâts financiers, à eux seuls, sont stupéfiants. Cher a présenté au tribunal des chiffres qui ressemblent moins à une dette qu'à une preuve d'effondrement. 200 000 $ d'impôts sur le revenu impayé. 18 000 $ seraient dus à un trafiquant de substances qui aurait retrouvé Elijah pour les récupérer. 50 000 $ de dégâts sur sa dernière location Airbnb. 14 propriétés locatives supplémentaires ont été endommagées, dont beaucoup sont reparties avec des brûlures de cigarettes et des destructions coûtant des milliers de dollars supplémentaires. 18 hôtels différents l'auraient expulsé pour avoir crié des obscénités, avoir agi de manière erratique et avoir effrayé les autres clients. En plus de cela, il manquait de 6 500 $ par mois en pension alimentaire pour époux ordonnée par le tribunal. Mais le dossier va bien au-delà des factures impayées. Cher allègue qu'Elijah a proposé de manière agressive une jeune femme de chambre d'hôtel, qu'il a provoqué plusieurs incendies de graisse après avoir zoné pendant la cuisson et oublié la nourriture laissée sur la cuisinière, qu'il a été retrouvé une fois inconscient au volant de sa voiture assise au milieu de la circulation et qu'il n'a été réanimé qu'après l'arrivée des ambulanciers avec des soins d'urgence. Ce ne sont pas des incidents isolés, ils sont un modèle. Et puis vint la déclaration de son demi-frère aîné, Devin Allman.
Devin a déposé un témoignage sous serment soutenant la requête en tutelle, et ce qu'il a écrit est peut-être la partie la plus obsédante de toute l'affaire. Mais pour comprendre pourquoi Devin a dit ce qu'il a dit et pourquoi Cher a choisi de le faire publiquement maintenant, il faut revenir à la chaîne d'événements qui ont tout poussé à bout. Parce qu'Elijah ne s'est pas réveillé un jour dans un service psychiatrique fermé à clé. Là, il a pris une spirale. Les arrestations qui ont tout changé ont commencé dans la soirée du vendredi 27 février 2026. Vers 7 heures du soir, Elijah Blue Allman est arrivé à la St. Paul's School de Concord dans le New Hampshire, l'un des internats privés les plus prestigieux du pays. Ce soir-là, le campus accueillait à la fois un match éliminatoire de hockey sur glace et un bal d'hiver. Les familles étaient présentes, les étudiants étaient partout. Il y a été conduit par une femme d'une quarantaine d'années qui a ensuite été interrogée par la police mais n'a jamais été arrêtée. Elijah a dit au personnel qu'il était un futur parent. D'une manière ou d'une autre, il s'est glissé dans la salle à manger alors que les étudiants partaient. Ce qui s'est passé ensuite a choqué la faculté. Il fumait ouvertement à l'intérieur. Il faisait des commentaires inappropriés à de jeunes étudiantes. Il est devenu belliqueux envers les adultes qui ont tenté de le réorienter. À un moment donné, selon certaines informations, il aurait frappé physiquement un élève avec sa canne. Finalement, un agent de sécurité l'a forcé à sortir et la police de Concorde est arrivée. Il a été arrêté pour 2 chefs d'accusation de voies de fait simple, ainsi que d'intrusion criminelle, de menaces criminelles et de conduite désordonnée. La rectrice de l'école Kathy Giles a ensuite envoyé un email aux parents inquiets expliquant que l'incident n'aurait probablement jamais fait l'actualité nationale sans la célébrité d'Elijah. Mais l'histoire était déjà en mouvement, et moins de 48 heures plus tard, elle est devenue bien pire. Dans la matinée du dimanche 1er mars, la situation est passée d'inquiétante à criminelle. Une femme vivant sur Ministerial Road à Windham dans le New Hampshire a appelé le 911 dans une panique totale. Elle se cachait dans un placard et murmurait au répartiteur qu'un homme était entré par effraction chez elle. La police est arrivée rapidement. De nouvelles empreintes de pas traversaient la neige. Les agents ont découvert que la porte arrière avait été ouverte de force à l'aide d'une paire d'élagueurs et que la vitre s'était brisée suite à l'effraction. Lorsqu'ils sont entrés dans la maison, ils ont trouvé Elijah Blue Allman, assis calmement sur le canapé du salon, fumant une cigarette comme si sa place était là. Il a déclaré aux policiers que le propriétaire lui avait donné la permission d'entrer et même la permission de briser la porte. Elle a immédiatement et fermement nié cela. Il y avait une nouvelle brûlure de cigarette sur le tapis du salon. Les dommages causés à la porte arrière à eux seuls ont été estimés à environ 1 700 $, suffisamment pour élever l'accusation de méfaits criminels au rang de crime de classe B. À cela s'ajoutaient des accusations de cambriolage et de rupture de caution suite à l'incident de l'école Saint-Paul seulement 2 jours plus tôt. Lors de sa mise en accusation le 2 mars devant le tribunal de district de Salem, le juge a ordonné sa détention préventive sans caution. Il a d'abord été envoyé au département correctionnel du comté de Rockingham à Brentwood, New Hampshire. Mais entre la mi-mars et la mi-avril, son état s'est tellement détérioré que les autorités l'ont retiré de prison et l'ont transféré dans un hôpital psychiatrique fermé à clé. Il avait besoin d'un traitement de rétablissement de ses compétences avant même de pouvoir être jugé pour les accusations criminelles portées contre lui. Depuis, il y est resté. Et à travers le pays Cher regarde impuissant. Impossible de lui parler, impossible de le joindre par téléphone, incapable de le sortir physiquement de l'obscurité comme le souhaite instinctivement une mère. Tout ce qu'elle peut faire maintenant, c'est remplir des documents, signer des déclarations et espérer que le système judiciaire pourra faire ce que l'amour seul ne peut plus faire. Mais les overdoses, les chambres d'hôtel détruites, l'agression, le chaos financier, rien de tout cela n'est apparu du jour au lendemain. Pour comprendre l'ampleur réelle de cette crise, il faut revenir sur l'année qui a semblé l'ouvrir complètement. Week-end de la fête des pères, juin 2025. Le 14 juin vers 13h25, des députés de la station du bassin de Morongo dans le comté de San Bernardino ont répondu à un appel d'urgence dans une résidence privée à Landers, en Californie. L'appelant a signalé qu'un homme à l'intérieur de la maison agissait de manière erratique. Au moment où les policiers sont arrivés, les ambulanciers étaient déjà sur place, luttant pour le maintenir en vie. Ils ont trouvé des substances dispersées dans toute la maison. Elijah a été transporté d'urgence à l'hôpital de Joshua Tree, où le personnel médical aurait à peine réussi à le tirer du bord.
Les journalistes du divertissement qui ont enquêté plus tard sur la scène l'ont décrit comme incroyablement chanceux d'avoir survécu cet après-midi-là. Il n'aurait pas dû y arriver. En quelques heures, Cher aurait volé pour être à ses côtés. Pas en tant que superstar, pas comme une icône, tout comme une mère qui se précipite vers le lit d'hôpital de son fils, essayant une fois de plus de le sauver avant que le prochain appel n'arrive trop tard. Il est resté en convalescence jusqu'au 22 juin environ, lorsque les médecins l'ont finalement autorisé à partir. Son ex-épouse Mary Angela King, qui porte toujours le surnom de Queenie, a fait une déclaration au People Magazine peu de temps après. Elle a dit que même si c'était vrai, Elijah avait fait face à des défis personnels dans le passé. Son engagement envers la sobriété et sa loyauté envers les personnes qu'il aimait avaient toujours été une constante, et elle le soutiendrait toujours dans un profond respect pour la résilience dont il continuait de faire preuve. C'était une déclaration généreuse, compte tenu de tout ce qui s'était passé entre elle et Cher au cours des 3 années précédentes. Quelques semaines seulement après l'overdose, Elijah a reçu un autre coup. Le 8 août 2025, un juge de la Cour supérieure de Los Angeles l'a condamné à payer $6 500 chaque mois à titre de pension alimentaire pour époux à Mary Angela payable en 2 versements, le 1er et le 15 de chaque mois rétroactif au 1er juillet. Elijah a raté toute cette audience parce qu'il était en cure de désintoxication à ce moment-là et ne pouvait pas y assister. La déclaration financière de son ex-épouse a révélé le style de vie qu'ils avaient partagé au cours des années les plus heureuses, y compris des voyages à travers l'Europe, des séjours dans des hôtels 5 étoiles, des vols en première et en classe affaires, des piscines privées, des salles de sport, des chefs personnels, des femmes de chambre et même un thérapeute dévoué. Elle a déclaré qu'elle était au chômage depuis 2009 et qu'elle avait moins de $4 000 à son actif. En novembre 2025, la situation financière était devenue si impossible que Michael Lehman, le fiduciaire de la succession Greg Allman, a accepté lors d'un appel téléphonique avec Mary Angela de payer $24 000 au nom d'Elijah directement à partir de la fiducie. Sur ce montant, 14 000 lui sont allés et 10 000 sont allés à son avocat. Elijah lui-même n'était pas en état de signer un chèque ou de répondre à un email. Et la raison pour laquelle l'argent en fiducie existe, la raison pour laquelle une machine financière continue de verser des paiements à un homme qui ne peut pas les gérer, remonte à une tragédie survenue il y a près de 10 ans. Le père qui lui a laissé une fortune et une malédiction, le 27 mai 2017. Greg Allman, le fondateur du légendaire Allman Brothers Band, est décédé à son domicile près de Savannah en Géorgie à l'âge de 69 ans. Le cancer du foie s'était propagé de son foie à ses poumons, et cela l'a pris plus vite que ce à quoi sa famille s'était préparée. Sa succession était estimée entre 5 et 25 millions de dollars, selon la publication que vous lisiez à l'époque. Greg avait lui-même été toxicomane pendant une grande partie de sa vie. Un détail dont Cher a parlé ouvertement dans une interview avec Vanity Fair en décembre 2010, lorsqu'elle a admis qu'il était tout simplement un homme extraordinaire qui se trouvait être toxicomane. La structure que Greg a laissée derrière lui s'appelle le J.A. Robbins Descendant Revocable Trust, administré par son manager de longue date, Michael Lehman. Selon ces conditions, Elijah reçoit $30 000 tous les 3 mois, ce qui représente $120 000 chaque année. Cet argent arrive comme sur des roulettes qu'Elijah soit sobre, en cure de désintoxication à l'hôpital ou inconscient dans un hôtel. Selon la pétition de Cher, Elijah a dépensé environ $1 million en distribution de fiducie au cours des 6 années, la majeure partie étant destinée à des substances et à des hôtels coûteux, principalement au Château Marmont. Les experts juridiques affirment que Greg a commis un oubli douloureux lors de la rédaction de la fiducie. Il n'a jamais inclus de clause discrétionnaire qui permettrait aux fiduciaires de suspendre les paiements si un enfant devenait incapable de gérer l'argent de manière responsable. Parce que cette clause n'existe pas, Michael Lehman ne peut pas fermer le robinet tout seul. Le seul mécanisme juridique capable d'arrêter ces dépôts trimestriels est une tutelle, ce que Cher demande maintenant au tribunal d'accorder. Et pourtant, les dettes, les substances et les overdoses ne représentent que la moitié de la raison pour laquelle cette famille est devant le tribunal. L'autre moitié est un mariage, une histoire d'amour éclair qui est devenue l'une des batailles juridiques les plus explosives de mémoire récente entre célébrités.
Elijah a rencontré Mary Angela King pour la première fois en 2013 dans la ville de Cologne en Allemagne, où il recevait un traitement pour la maladie de Lyme qu'il avait contracté lors d'un voyage en Inde. Mary Angela était chanteuse dans un groupe pop britannique appelé King, et elle avait un rendez-vous à l'aveugle avec lui lorsqu'un ami l'a prise à part et lui a demandé si elle savait qui il était vraiment. Elle a ensuite déclaré au magazine People qu'elle ne savait pas qu'Elijah Blue était le fils de Cher lorsqu'elle a accepté de le rencontrer pour la première fois. Leur histoire d'amour s'est déroulée à une vitesse fulgurante. Ils se sont fiancés le 25 novembre et se sont mariés le 1er décembre 6 jours plus tard devant la cheminée de la maison d'Elijah à Beverly Hills. Le mariage a connu des difficultés presque dès le début et ils se sont légalement séparés le 20 de l'année 2020, Elijah ayant officiellement demandé le divorce en novembre 2021. Mais l'histoire qui a véritablement enflammé la famille s'est produite la nuit de leur 9e anniversaire de mariage. Selon une déclaration sous serment déposée plus tard par Mary Angela, elle et Elijah s'étaient réconciliés dans une chambre d'hôtel à New York lorsque 4 hommes sont soudainement arrivés à leur porte et ont physiquement enlevé Elijah. Mary Angela a affirmé que l'un d'eux lui avait dit directement qu'ils avaient été embauchés par la mère d'Elijah. Lorsque la déclaration est devenue publique, Internet a explosé d'accusations selon lesquelles Cher avait kidnappé son propre fils adulte. Cher a répondu dans une interview avec le New York Post et ses paroles étaient purement Cher. Elle a dit qu'elle ne l'avait pas fait, mais que si elle l'avait fait, elle ne l'admettrait pas de toute façon. Elle a dit qu'on ne cessait jamais d'être mère, qu'on allait sur les matelas quand on essayait de sauver ses enfants et qu'elle ne se souciait pas de ce que les autres pensaient. Et cela était censé être résolu il y a des années avant que cette deuxième requête ne doive être déposée. La première tutelle qui a échoué. Le 27 décembre 2023. Cher a déposé sa première tentative de mise sous tutelle auprès de son avocate Gabrielle Vidal, déclarant à la juge Jessica Uzcategui en audience publique qu'il s'agissait d'une proposition de vie ou de mort pour son fils. Vidal a fait valoir qu'Elijah avait été placé en détention psychiatrique involontaire à plusieurs reprises au cours de cette année, qu'il avait reçu un diagnostic secondaire de troubles schizo-affectifs avec des périodes de psychose, et que 2 de ses demi-frères et sœurs avaient nommé Cher pour lui servir de conservateur temporaire. Le tribunal n'était pas d'accord. Lors d'une audience fin janvier 2024, le juge Uzcategui a rejeté la demande de tutelle d'urgence. Elle a déclaré qu'elle ne remettait pas en question les motivations de Cher, mais elle a déclaré que les craintes à elle seule ne constituaient pas une preuve sur laquelle un tribunal pouvait tirer une conclusion juridique. Elijah, par l'intermédiaire de son propre avocat Steven Broomer, a riposté avec acharnement. Dans une déclaration qu'il a déposée en avril de la même année, Elijah a écrit qu'il avait lutté contre la dépendance mais qu'il n'était pas malade mental et que le monde était plein de toxicomanes qui n'avaient pas de distribution de confiance et qui se détruisaient quand même. Il a dit que la seule personne qui pouvait le sauver de ses démons était lui-même. Il a même lancé une attaque subtile contre sa mère, écrivant qu'il en avait des connaissances personnelles, qu'elle ne gérait pas ses propres finances et qu'il avait donc de sérieuses inquiétudes quant au fait que le tribunal lui permette de gérer les siennes. Grâce à une médiation privée en septembre 2024, les 2 parties sont parvenues à un règlement et la requête a été rejetée. Mais Cher a veillé à ce que la plainte soit rejetée sans préjudice, ce qui signifie qu'elle a préservé son droit légal de revenir déposer une nouvelle demande si les choses empirent. Elijah aurait promis d'embaucher un chef d'entreprise et de s'engager à rester sobre. Selon la dernière pétition, il n'a jamais tenu aucune de ses promesses. Et maintenant, avec sa liberté entre les mains d'un juge du New Hampshire, sa mère est sur le point de faire quelque chose qu'elle n'a pas fait depuis des décennies, c'est-à-dire enfin raconter toute l'histoire de ce que son éducation lui a coûté. Quelle est la prochaine étape pour Cher et Elijah? La prochaine audience dans l'affaire de tutelle est fixée au 24 avril, avec une audience distincte sur la question de la pension alimentaire prévue pour le 6 mai. L'équipe juridique d'Elijah comprend désormais la célèbre avocate en divorce Laura Wasser et des initiés proches de la situation soupçonnent fortement que Cher est celui qui paie discrètement les honoraires de Wasser, ce qui vous dit quelque chose de réel sur la relation qui se cache derrière tout le drame de la salle d'audience. Une mère qui aurait détruit son fils en public finance également en privé l'avocat qui le défend contre elle. Cette contradiction est toute la vérité de cette famille. La Californie a adopté une loi connue sous le nom de projet de loi 43 du Sénat
que le gouverneur Newsom a signée le 10 octobre 2023. Cette loi a élargi la définition de handicapé grave pour inclure les troubles graves liés à l'usage de substances sans nécessiter une maladie mentale concomitante. Le dossier déposé par Cher en avril 2026 utilise très délibérément l'expression gravement handicapé parce que son équipe juridique invoque directement cette nouvelle norme. Cette affaire s'annonce comme le premier test majeur de célébrité de l'ère post-réforme de Britney Spears. Cher a 79 ans et elle mène ce même combat au sein de sa famille depuis plus de 4 décennies. Dans cette interview de Vanity Fair en 2010, elle a admis que ses 2 fils se sont retrouvés avec les mêmes problèmes de toxicomanie que leur père et que cela a sauté une génération et s'est abattu sur ses enfants. Son deuxième mémoire, qui devrait couvrir les années passées à élever Elijah et à le voir s'effondrer, est désormais attendu pour mai 2026, au moment même où cette bataille juridique atteint son apogée. Ce que Cher a gardé sous silence toutes ces années, le monde est enfin sur le point de l'entendre de sa propre voix. C'est toute l'histoire de ce qui arrive à Elijah Blue Almond en ce moment et honnêtement, il est difficile de voir tout cela se dérouler. Dites-nous dans les commentaires si vous pensez que Cher fait la bonne chose ou si elle dépasse les limites.